Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la liste des 20 erreurs à ne pas faire lorsque vous investissez dans l'immobilier. Alors le but, c'est de comprendre pourquoi il ne faut pas faire ces erreurs et ce qu'il en est. Il y a des choses que vous faites du coup naturellement sans vous apercevoir que c'est une erreur et on va faire le listing ensemble. La première des erreurs, c'est d'écouter des personnes qui n'ont jamais investi avant. Beaucoup de gens, et moi le premier, quand on commence à investir, on écoute les gens qui sont autour de nous tout simplement. On écoute notre famille, on écoute nos parents, on écoute notre oncle, etc. Il faut faire attention parce qu'on écoute des gens qui n'ont soit pas du tout investi, soit pas investi de la manière dont on souhaite investir ou en tout cas de la manière dont on souhaite obtenir des résultats. Parce que on a tous dans notre famille quelqu'un qui a acheté un projet en Pinel, qui a acheté un appartement sur plan ou qui a acheté une résidence secondaire à un endroit particulier. Mais on n'a pas forcément beaucoup de gens dans notre entourage qui ont acheté un gros patrimoine immobilier, qui en vivent ou qui ont des revenus complémentaires grâce à ça. Et aujourd'hui, la première erreur qu'il ne faut pas faire, c'est écouter des personnes qui n'ont pas fait pour avoir des conseils sur savoir comment faire. Ça paraît logique, mais en fait, c'est ce qu'on fait naturellement. On écoute en fait des gens qui ont de l'autorité sur nous, nos parents, parce que ils se disent, en même temps, ils ont plus d'expérience que moi, mais pas forcément. Ils n'ont pas forcément plus d'expérience dans ce domaine particulier. Donc, allez écouter des gens qui ont déjà fait. Et ne faites pas l'erreur d'aller écouter des personnes, même si ça paraît simple et banal, n'écoutez pas des personnes qui n'ont pas fait simplement ce que vous souhaitiez faire. La deuxième erreur qu'il ne faut pas faire, c'est s'éparpiller sur la stratégie. Ça, c'est un vrai problème et c'est un gros problème. On a en fait des gens qui... on appelle ça le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est lorsque on voit toujours un objet qui brille quelque part et on est attiré par cet objet qui brille. Et en fait, du coup, on passe de stratégie en stratégie sans forcément l'avoir mis en application. Exemple simple, on se dit « Ah tiens, je vais faire un investissement locatif dans les petites villes et je vais investir dans des immeubles de rapport, dans des villes de moins de 10 000 habitants. » Ok, je m'intéresse à ça. Puis après, j'écoute une autre vidéo d'un autre gars qui explique que en fait, la location courte durée à thème, c'est une super idée. On se dit « Ah putain, ah ouais, ça a l'air bien ça. » Hop, et on se déplace. Et finalement, on n'a pas encore mis en place la première stratégie qu'on pense déjà à la deuxième. Et puis après, on entend « Ah tiens, le marchand de biens, ça permet de générer 50 000 euros de plus-value à la revente. Oh tiens, j'ai besoin de trésor, moi ça m'intéresse bien ça. » Et du coup, on se retrouve à à rien faire en fait. Finalement, à changer de stratégie en permanence, à s'intéresser à tout. C'est bien, les gens sont curieux, ça c'est top. Mais par contre, attention de ne pas s'éparpiller dans la stratégie. Avec Émilie, on a fait un choix, on s'est concentré sur les immeubles de rapport dans les petites et moyennes villes de France. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça et on ne déroge pas à la règle. Alors oui, bien sûr, on a testé quelques petites choses à côté, mais ça a pris beaucoup de temps avant de commencer à tester autre chose. Et là où on est bon, là où on est les meilleurs, c'est sur les immeubles de rapport dans les petites et moyennes villes en France. Donc c'est là qu'on reste focus et c'est là où on met notre plus d'énergie et notre plus d'argent, évidemment. La troisième erreur, c'est de sous-estimer le montant des travaux et de faire notamment une estimation à la louche à peu près. Et ça arrive très souvent. Parce que quand on n'a pas une grande maîtrise des travaux, des fois, on ne va pas écouter forcément les bonnes personnes pour les travaux, notamment les agents immobiliers. Mais surtout, on va faire une estimation comme ça en disant « tiens, la peinture, de toute façon, ça va pas coûter bien cher. Donc, je ne sais pas trop comment l'estimer. » Et le gros risque par rapport à ça, c'est de ne pas avoir pris en compte l'enveloppe nécessaire dont vous aurez besoin pour aller chercher un financement et réaliser les travaux correctement, et surtout avoir un projet qui semblait être rentable et qui ne l'est pas du tout. Et pour ça, c'est simple, il faut travailler avec des artisans. Donc ça veut dire qu'il faut faire chiffrer votre projet avant de vous positionner. Si vous n'avez pas d'expérience en immobilier et en travaux, si vous ne savez pas combien ça coûte de refaire une pièce en placo ou de la repeindre ou de refaire le sol, vous allez voir un artisan, vous le faites venir sur place, vous le faites chiffrer des travaux et vous avez un devis et là vous allez vous positionner. Donc ça c'est une des solutions. La deuxième solution c'est de se dire je vais me former, je vais comprendre comment ça marche les travaux, comment ça fonctionne et ensuite quand je saurai estimer les travaux correctement, à ce moment-là je pourrai chiffrer moi-même et faire une offre d'achat sans forcément faire déplacer un artisan. On a d'ailleurs une formation sur le sujet, sur les travaux, qui est dédiée à l'estimation des travaux lorsque vous allez réaliser une visite de biens. La quatrième erreur, c'est de surestimer les loyers. Alors, au-delà de surestimer les loyers, c'est finalement d'essayer de faire en sorte que le projet y passe. Exemple, vous êtes sur le bon coin, vous avez analysé un projet et vous vous rendez compte que les estimations de loyer que vous étiez données, c'est-à-dire, je sais pas moi, 500 € par appart, au final, ça vous fait un projet avec une renta à 6,5%. Vous dites,
peut-être que celui-là, cet appart, peut-être que je peux le louer 550 ou peut-être 600 euros finalement. Et là, on va pousser, on va modifier notre prix et jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ça, c'est dangereux. C'est comme quand vous allez au casino et que vous dites, allez, je dépense 500 balles, et finalement, tu arrives et tu dis, ah, allez, vas-y, un peu, 600, 700, et puis au final, tu te retrouves à dépenser plus que ce que tu avais envisagé. Et là, sur un projet IMO, c'est la même chose. Tu vas faire, en fait, embellir les chiffres, mais de manière totalement virtuelle, qui ne sont pas en corrélation avec la réalité. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses. On commence par définir le montant des travaux, enfin le montant des loyers qu'on veut qui est le maximum qu'on se donnera en disant ok, c'est 500 euros et je fais mon analyse de marché si je le souhaite. C'est-à-dire je vais regarder sur le Bon Coin, je vais regarder combien sont loués les appartements de la même catégorie et je me cale là-dessus, ou je peux faire des tests avec des fausses annonces par exemple pour pouvoir donner une estimation proche et tester le marché et voir s'il y a une vraie demande. Peut-être que 600 euros, ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faut tester le marché et vérifier qu'on ne se plante pas, parce que derrière, 50 euros de différence, si vous avez plusieurs appartements, je vous assure que ça change le projet entre projet rentable et projet non rentable. La cinquième erreur, c'est de sous-estimer les charges, notamment les charges d'eau froide, chauffage collectif, électricité, entretien des extérieurs. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on a des loyers qui sont affichés notamment sur une annonce, il y a deux éléments possibles. Soit c'est un loyer hors charge, soit c'est un loyer charge comprise. Et il y a beaucoup de personnes, soit des particuliers ou des agents IMO, qui vont préciser le loyer charge comprise. Pourquoi ? Parce que ça fait plus joli. Oui, parce que forcément le montant il est plus élevé. Donc ça embellit le projet. Dans la réalité, il devrait nous vous présenter à chaque fois le montant hors charge et vous préciser quel est le montant des charges et à quoi ça correspond. Le danger, c'est que quand on vous présente un loyer charge comprise et que vous ne savez pas estimer correctement ou que vous ne saviez pas qu'il fallait enlever des charges, vous vous retrouvez à la fin avec un loyer qui est finalement surestimé par rapport à la réalité et surtout, vous allez avoir moins de rentrée d'argent que vous l'imaginiez. Et pensez bien que, en effet, il va falloir payer l'eau des parties communes ou un compteur des parties communes s'il y a un compteur électrique, le nettoyage des parties communes, va falloir penser, si vous avez un extérieur, il faut tondre la pelouse, nettoyer les extérieurs, etc. Donc il y a plein de petites choses qui vont s'accumuler qu'il faut prendre en compte au départ. L'idéal, en effet, c'est quand même d'avoir le montant de loyer hors charge, donc demandez les baux pour vous assurer que vous prenez bien en compte le bon loyer hors charge lorsque vous allez étudier un projet. La sixième erreur, c'est celle d'acheter trop cher. D'acheter trop cher parce que, alors ça paraît tellement évident, mais en fait n'oubliez pas que quand on achète un produit d'investissement, on n'achète pas uniquement un prix au mètre carré, on achète surtout une rentabilité. Donc des fois, on va avoir des gens qui vont me dire « t'imagines là, j'achète 800 euros du mètre carré ». Oui, mais ça ne veut pas dire que ton projet est viable. Ce n'est pas parce que vous achetez à 800 euros du mètre carré que votre projet il est viable. Ça dépend du marché, ça dépend de la taille de l'appartement. Il y a plein de... si vous achetez un immeuble dans lequel il y a 2 appartements, d'accord, de 150 mètres carrés chacun, qui sont à 800 euros du mètre carré, je vous assure que vous ne serez pas rentable. Ça ne sera pas rentable. Parce qu'en fait, on a un prix finalement par logement qui est trop élevé et on n'arrivera pas à se retrouver et on n'aura pas des loyers qui vont correspondre à ce montant finalement d'achat. Donc, faites très attention à ce sujet-là, achetez et regardez bien la rentabilité et pas que le prix au mètre carré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder le prix au mètre carré, mais c'est la deuxième chose que vous allez regarder. Vous ne vous figez pas uniquement sur le prix au mètre carré en disant c'est bon, j'achète moins cher que 1000 balles du mètre, donc c'est forcément rentable. La septième erreur, c'est celle de faire d'efforts d'épargne tous les mois. Alors, ça va dépendre évidemment de la stratégie de chacun. Mais dans la plupart des cas, vous avez la volonté de faire plusieurs opérations, d'enchaîner les opérations et de ne pas en faire qu'une seule. Et pour ça, vous allez avoir besoin de trésorerie à un moment donné. Donc pour avoir de la trésorerie, il faut avoir du cash, pour pouvoir financer un apport sur une nouvelle opération, il faut qu'il y ait de l'argent sur le compte. Et pour qu'il y ait de l'argent sur le compte, l'idéal, c'est pas que vous ayez une dépense entre guillemets en négatif tous les mois, une charge liée à votre précédent investissement pour que vous puissiez continuer à investir. Donc il faut absolument que dans l'ensemble, que ce soit avec votre salaire ou avec vos revenus locatifs, vous soyez en positif sur la globalité pour que votre trésorerie ne fasse qu'augmenter tous les mois. C'est tout simple. La huitième erreur, c'est celle de ne pas faire d'emprunt. En fait, je sais qu'il y a plusieurs écoles parce qu'il y a des gens qui, pour des soucis de religion, ne souhaitent pas emprunter, notamment avec des intérêts d'emprunt. Donc, je ne vais pas parler de ce cas particulier, je parle des personnes qui n'ont pas de problématique avec le fait en soi, lié à leur religion, d'investir et de faire notamment un crédit avec des intérêts. Ceux qui se disent par contre, j'ai peur
de faire un crédit, j'ai peur d'aller demander de l'argent à la banque, ou alors j'en ai pas besoin parce que j'ai du cash disponible. Le cash, ça part vite. Même si vous avez 300 000 € de côté aujourd'hui et que vous voulez acheter un bien à 150 000 €, c'est pas forcément une bonne idée que de dire j'achète cash. Surtout si vous faites un produit d'investissement long terme. Ce bien-là, vous allez le garder pendant longtemps. Les intérêts d'emprunt, ça se déduit, d'accord? Donc ça permet de réduire sa fiscalité aussi. Donc c'est pas un mal que de faire un crédit. Vous faites un effet de levier. Même si vous voulez apporter un peu plus pour être sûr d'avoir du financement, que vous apportez, je sais pas moi, 30% d'apport, c'est pas grave. Mais apporter quelque chose, mais quand même, allez faire une partie de votre investissement avec le crédit. Ça va vous donner un effet de levier qui est intéressant. Et en fait, ce qui va être surtout intéressant, c'est que ce qu'on veut, c'est de faire le ratio entre le montant que je dépense moi personnellement par rapport, 1, au cash flow que je génère et 2, au capital que je rembourse tous les mois. Et plus vous allez faire un apport faible, plus ce ratio il sera important et du coup, vous allez avoir un rendement, on va dire, sur le montant que vous investissez, c'est-à-dire sur le cash que vous mettez sur la table, qui sera évidemment important. L'erreur numéro 9, c'est celle d'ignorer la fiscalité. Quand j'ai commencé à investir, j'ai acheté mon premier immeuble donc en 2013. Je l'ai acheté en nom propre, c'était dans le Lot-et-Garonne. Je l'ai acheté en 2013 et à ce moment-là, il était déjà loué, entièrement loué en location nue. Je l'ai acheté en nom propre. Il était propre, il n'y avait pas de travaux à faire à l'intérieur. Et je me suis fait défoncer par les impôts. J'ai payé, je ne sais plus, presque 6 000 € d'impôts la première année pour un immeuble à 150 000 €. Donc ça fait très très mal. Et il a fallu après optimiser parce que en fait, je n'avais pas du tout étudier la possibilité que la fiscalité allait être confiscatoire et qu'elle allait me faire perdre de l'argent en fait. Je pensais que, et je pense que la plupart des gens pensent ça, que en fait, en vrai on gagne, à partir du moment où on gagne pas d'argent, on paye pas d'impôts. En fait c'est pas vrai en immobilier. Parce qu'on a l'amortissement qui rentre en compte et on a surtout un crédit. Le crédit, c'est pas une charge en fait. D'accord, les intérêts du crédit sont une charge, mais pas le crédit en lui-même. Pas les mensualités. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver avec un projet sur lequel on a, je sais pas moi, 100 € de cash flow, mais payer 500 € d'impôts par mois. C'est tout à fait possible. Donc, soyez très vigilants à ce sujet-là. J'ai plein d'histoires de personnes autour de moi qui, avant d'investir, avant de se former sur le sujet, sont retrouvées à avoir des projets sur lesquels, sur le papier, ils avaient un cash flow positif, mais une fois qu'ils payaient les impôts, ils perdaient de l'argent tous les mois. Tout ça parce qu'ils avaient mal envisagé leur stratégie fiscale. Voilà, on a vraiment, d'ailleurs, on a une formation sur le sujet, la formation fiscalité. N'hésitez pas à aller regarder. C'est vraiment hyper intéressant. Et bien sûr, alors, ça dépend du profil de chacun. Il y a plein de choix fiscaux qui existent, que ce soit en nom propre, en SCI, il y a plein de choix fiscaux, ça va dépendre des profils de chacun et du projet aussi que vous allez acheter, mais c'est quelque chose sur lequel vous devez absolument vous intéresser, c'est vraiment primordial. La 10e erreur, c'est celle d'acheter sa résidence principale en premier. Alors là, je sais qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Il y a évidemment des exceptions. Moi, aujourd'hui, je considère que si vous habitez dans une ville où le prix de l'immo il est à plus de 2 500 € du mètre carré, c'est une connerie de commencer par acheter sa résidence principale. Pourquoi? La plupart des gens qui achètent leur résidence principale en premier, ils l'achètent parce qu'ils ont envie d'être chez eux. D'accord? C'est une envie, c'est pas une stratégie d'investissement. C'est que émotionnel. Et en plus de ça, ils achètent souvent un investissement qui est trop cher pour eux. Pas trop cher pour eux par rapport à leur capacité qu'ils ont actuellement, mais par rapport à leurs objectifs. C'est-à-dire que des gens ont 300 000 € d'endettement possible, ils vont acheter une maison à 298 000 €. Et après, il va rester 2000 balles. Tu fais quoi avec 2000 balles? Tu fais plus rien. Donc, aujourd'hui, il faut que si vous décidez d'acheter votre résidence principale en premier, il faut que vous disiez, OK, comment je fais ensuite? D'accord? Si je veux continuer à investir, comment je fais? Parce que la résidence principale, c'est qu'une charge. Il n'y a pas de rentrée d'argent qui arrive. Il y a le loyer qui s'en va, que vous payez avant, mais il n'y a pas de nouvelles entrées qui arrivent. Donc, il faut bien quand même avoir ça en tête. Maintenant, si vous habitez dans une ville où le prix de l'immo il est à 1 000 € du mètre carré et que vous achetez une résidence principale qui fait 70 mètres carrés, donc à 70 000 € avec 350-400 € par mois de crédit, là, c'est bon. OK ? C'est-à-dire que ça ne sera pas une grosse charge, ça ne va pas vous impacter beaucoup pour la suite, etc. Par contre, si vous achetez une grande maison, etc., la maison de vos rêves, avant même de commencer à mettre en place une stratégie d'investissement, pour moi, vous faites une grossière erreur. Alors, certains vont parler des banques. Aujourd'hui, oui, les banques vont préférer des dossiers sur lesquels vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale. Donc, l'idéal, c'est d'avoir sa résidence principale, mais qu'elle coûte le moins cher possible. Voilà, ça, c'est l'idéal. Mais maintenant, si vous habitez dans une grande ville, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse ou Bordeaux, en soi, il vaut mieux aller finalement commencer par l'investissement locatif. Et ça s'explique. Et les banques locales, si elles ne comprennent pas, si la banque que vous rencontrez ou le conseiller que vous rencontrez ne comprend pas que ça a plus de sens pour vous d'acheter un immeuble dans le Lyon par exemple, quand vous êtes à Paris, plutôt que d'acheter un appartement studio à 150 000 €,
bah, c'est que le mec, il est complètement con. Donc, vous devez absolument aussi trouver les bonnes personnes qui vont comprendre votre montage et votre stratégie d'investissement. L'erreur numéro 11, c'est celle de penser que dans les petites villes, il n'y a pas de demande locative. Et de penser du coup au contraire que dans les grandes villes, c'est hyper facile de trouver un locataire. Il faut savoir que quand on est dans une petite ville, on a évidemment un désavantage, c'est qu'on a moins d'habitants, donc moins de locataires potentiels. Mais on a un énorme avantage, c'est que la qualité du marché immobilier est catastrophique. On a une qualité du marché qui est déplorable, c'est-à-dire que les logements sont dans un mauvais état, les investisseurs font pas d'efforts, les agents immobiliers, quand ils vont présenter les biens, ils vous disent c'est pas très grave, c'est que pour des locataires, on s'en fout un peu. Donc au final, on a une qualité du marché immobilier à la location qui est catastrophique. Quand vous arrivez, vous mettez une cuisine équipée, plaque, four, hotte et une douche carrelée avec une paroi en verre, c'est bon, vous avez le plus beau logement du village. Donc c'est pas compliqué de se démarquer et c'est pas compliqué de louer parce que y a des gens qui habitent, même s'il n'y a que 1500 habitants, il y a 1500 habitants. En général, sur les 1500 habitants, il y a la moitié des gens sont locataires, la moitié sont propriétaires. Donc sur les 1500, il y a 750 personnes qui sont potentiellement vos futurs locataires. Et rien n'empêche quelqu'un qui habite dans un mauvais logement de venir dans le vôtre, donner son départ et venir chez vous parce qu'il a vu sur le bon coin que votre appartement, il était mieux et surtout au même prix. L'erreur numéro 12, c'est celle de ne pas emprunter les travaux. Parce qu'on se dit, bon, allez, les travaux, c'est compliqué à emprunter. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas qu'on peut emprunter les travaux et qui se disent, bon, c'est pas nécessaire de l'emprunter. Il faut emprunter les travaux de la manière qu'on emprunte pour acheter un produit d'investissement. C'est la même chose, ok? Quand vous allez à la banque et que vous allez faire financer votre projet, vous allez faire financer à la fois le prix d'achat et à la fois le montant des travaux. Donc, faites-le pour les mêmes raisons qu'on a vu l'erreur sur le fait de ne pas faire un crédit, c'était une mauvaise idée, notamment sur l'effet de levier. C'est la même chose sur les travaux, parce que vous allez utiliser votre trésorerie. Non, utilisez l'argent de la banque plutôt qu'utiliser votre propre argent. La 13e erreur, elle est aussi liée aux travaux, puisqu'elle concerne le fait de faire les travaux soi-même. Alors, là, il y a deux écoles. Et surtout, ça va dépendre de beaucoup de choses. C'est que faire les travaux soi-même, sur le principe, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que vous n'allez rien pouvoir déduire de votre temps passé, donc vous n'allez pas pouvoir passer en charge le temps que vous avez passé dessus, sauf si vous êtes artisan et vous avez une structure dédiée, une structure commerciale dédiée. Et en plus de ça, pendant que vous faites des travaux, vous ne faites pas autre chose. Et du coup, vous pourriez chercher de nouveaux projets, aller chercher de nouveaux financements, visiter de nouveaux biens. Et ça, vous ne faites pas parce que vous faites des travaux. Il y a un autre profil, c'est des gens qui sont déjà artisans. À eux, c'est les pires. Parce qu'en fait, ils se disent « Attends, je suis artisan, je vais quand même faire les travaux. » Bon, maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est de dire « Si je suis artisan, est-ce que ça a plus de sens de faire les travaux chez moi ou est-ce que je gagnerai de l'argent à faire travailler quelqu'un chez moi et moi, pendant ce temps, je vais bosser chez quelqu'un d'autre et potentiellement, je pourrais le faire payer plus cher que ce que je vais payer un artisan pour venir chez moi. » Vous voyez la démarche? On a plein d'exemples d'artisans qui font les travaux eux-mêmes et je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Je pense que c'est bien de déléguer ça parce que, encore une fois, vous avancez sur vos projets, vous faites grandir votre société, vous avez de nouveaux revenus, ce qui permet aussi de montrer à la banque que vous générez du cash et que qu'ils peuvent continuer à vous faire confiance pour vous prêter de l'argent. Maintenant, on a un autre profil et c'est dans ce cas-là et ce cas-là uniquement que je considère que ça a du sens de faire le travail soi-même. C'est lorsque vous savez que vous ne pourrez faire qu'un seul projet. Quand vous savez faire un seul projet et vous savez que vous êtes bloqué pour la suite, vous ne pourrez pas faire de nouvelles opérations, là, ça peut avoir du sens pour aller booster la rentabilité de votre opération. Mais ça ne doit pas être calculé dès le départ en disant « si je fais les travaux moi-même, le projet est viable ». Non, c'est si je fais les travaux moi-même, le projet doit être exceptionnel et la renta doit être folle. Mais si je fais faire les travaux, le projet doit être correct dans tous les cas. L'erreur numéro 14, c'est celle d'emprunter sur une durée trop courte. Parfois, quand on s'amuse à regarder le coût du crédit, quand on veut emprunter à la banque, on se rend compte que plus on choisit une durée courte, plus le coût du crédit, donc les intérêts d'emprunt, sont faibles. Donc on se dit, attends, si j'emprunte sur 15 ans ou même 10 ans, je paye beaucoup moins cher mon crédit, donc ça aurait du sens. Sauf que quand vous faites ça, vos mensualités, elles augmentent, vous allez rembourser plus tous les mois à la banque, et donc votre cash flow, donc l'opération en termes de trésorerie, sera potentiellement négative, et donc vous allez avoir un effort d'épargne tous les mois à verser. Quand moi j'ai commencé à investir, de mémoire, le premier immeuble que j'ai acheté, je l'ai acheté sur 15 ans, je crois, et le deuxième, je l'ai acheté sur 12 ans. Pourquoi 12 ans?
Parce qu'en fait, je m'étais dit que je voulais que pour mes 40 ans, tous mes crédits s'arrêtent en même temps. Et je me suis dit, tous les ans, je vais baisser de 1 an jusqu'à ce que j'arrive à mes 40 ans. Parce que comme ça, je me dis, à 40 ans, j'ai plus de crédit, j'ai tous les revenus qui rentrent et du coup, je peux arrêter de travailler. Bon, c'était une très mauvaise stratégie. Ça a tenu une fois, j'ai fait une fois sur 12 ans. Un immeuble que j'ai du coup toujours, qui va bientôt s'arrêter. Donc ça, c'est quand même le point positif qui va s'arrêter en termes de crédit. Mais par contre, après tous les autres, je les ai pris sur 20 ans. Donc, je ne dis pas qu'il faut prendre 20 ans absolument. Je dis juste que plus vous allez réduire, en effet, la durée, plus vous allez avoir un coût de crédit, donc un coût d'intérêt d'emprunt qui va être faible. Mais d'un autre côté, tu vas avoir des mensualités qui vont être plus élevées et donc un effort d'épargne certainement plus important tous les mois. Donc, il faut essayer de gérer l'équilibre entre les deux. La 15e erreur, c'est celle de refuser de faire un apport sur votre projet. Alors, trop de gens qui pensent que faire un apport sur un projet, c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'on entend tellement parler autour de nous qu'il y a des gens qui empruntent sans apport, que c'est facile, que ça a l'air simple, etc. On entend tellement ça que ça peut mettre dans la tête des gens l'idée de dire « il faut absolument que j'achète sans apport. Même si j'ai du cash, je ne mets pas d'apport. » Non, ça ne marche pas comme ça. Si votre projet qui est rentable, qui correspond aux critères que vous étiez donnés et que vous avez la trésorerie nécessaire pour le faire, mettez un apport. Cet apport, qu'est-ce qu'il va nous permettre? 1, il va permettre de baisser l'endettement. 2, il va permettre d'avoir des mensualités plus faibles. 3, lorsque vous allez revendre, vous allez récupérer cet argent et vous aurez oublié que vous l'aurez mis et ça va vous faire très plaisir. Donc, il y a plein d'avantages en vrai sur le fait de mettre un apport. Alors oui, ça demande d'avoir du cash disponible. Mais si vous l'avez, voilà, ma problématique, c'est de dire je ne mets pas d'apport alors que j'en ai de disponible et que j'en fais rien parce que potentiellement l'argent en plus il est sur mon livret A et il rapporte que dalle. Donc autant le placer et faire en sorte que ça vous permette de déclencher une première opération. La 16e erreur, c'est celle de faire confiance à un professionnel de manière aveugle. Alors, et ça concerne malheureusement tous les professionnels, que ce soit les agents IMO, que ce soit les notaires, que ce soit le banquier, que ce soit l'artisan. Il faut être très vigilant à ce sujet-là. En fait, encore une fois, c'est une histoire de figure d'autorité. Que ce soit l'agent IMO, le notaire, le banquier, l'artisan, tout ça, ce sont des figures d'autorité pour vous, parce que ce sont des experts et des professionnels de leur métier, de leur activité, et donc, dans votre tête, vous les placez au-dessus de vous en termes de connaissances, en termes de compétences. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et je n'ai pas parlé des experts comptables, mais ils sont dedans aussi. En fait, il faut comprendre que votre métier à vous, c'est un métier de chef d'orchestre. Vous devez comprendre comment ça marche, à la fois le financement, à la fois la comptabilité et la fiscalité, à la fois les problématiques notariales, à la fois les travaux, à la fois savoir estimer la rentabilité d'une opération. Donc, vous devez maîtriser tout ça. Alors, techniquement, vous êtes peut-être moins pointu que chacun des professionnels dans leur domaine spécifique. Mais il ne faut pas oublier que le professionnel, il n'a une compétence que dans son domaine d'activité. Et ça ne veut pas dire qu'il a les meilleurs conseils, puisqu'en fait, vos conseils, doivent en fait prendre en compte les éléments de chaque projet. Un exemple très simple pour que vous compreniez bien. J'avais l'exemple d'un élève qui était allé voir son expert comptable qui lui avait dit « Si tu veux investir dans l'immobilier, il ne faut pas faire une SCI, il faut faire une SASU. » Il a dit « Ok, je fais une SASU. » Il a créé une SASU, il a cherché un projet, il l'a trouvé, il est allé voir la banque lui a dit « Non, mais on ne finance pas les SASU, nous. Faites une SCI. » Il a fermé sa SASU, il a réouvert une SCI, ça lui a coûté 3000 balles. Tout ça pourquoi? Parce que l'expert comptable, fiscalement, pour lui, c'était plus intéressant d'être en SASU, mais ça n'avait aucun sens vis-à-vis du financement, et donc il n'a pas su l'expliquer et le défendre. Donc votre rôle à vous, c'est de dire, ok, c'est peut-être ça le mieux fiscalement, mais ce n'est pas le mieux pour que le projet global fonctionne et aille au bout. Donc ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est qu'il y a beaucoup d'incompétents autour de vous. Et comme il y a beaucoup d'incompétents, vous devez compenser cette incompétence. Vous devez tout vérifier. C'est pas parce que c'est encore une fois une figure d'autorité que la personne ne peut pas faire d'erreur, elle ne peut pas se tromper ou elle ne peut pas être incompétente. Il y a de l'incompétence, il y a des erreurs humaines, mais encore une fois, si vous achetez un projet et que vous n'avez pas à vérifier, c'est votre problème. Donc ça veut dire qu'il faut tout vérifier. Quand vous signez un compromis, il faut le relire, il faut l'analyser, il faut le comprendre, il faut essayer de comprendre chacune des lignes qui sont dedans, parce que même si vous faites confiance à votre notaire, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas pu rater quelque chose ou se tromper. Donc vraiment, vous devez monter en compétence sur chacun de ces domaines de compétences, justement,
pour pouvoir être à l'aise et pour pouvoir au moins échanger avec eux et vérifier qu'il n'y a pas de grossière erreur sur le sujet. Encore une fois, ça paraît évident que lorsqu'on fait faire des travaux à un artisan, à la fin, on vérifie que tout fonctionne et on ne lui fait pas confiance aveuglément en disant « bon, bah, c'est bon, let's go, c'est parti, on ne fait pas de réception, je vous fais confiance, on se tape à la main et c'est fini ». Là, c'est la même chose pour tous les autres corps d'État et pas que pour les artisans. L'erreur numéro 17, c'est celle d'acheter pour être rentable plus tard. Il y a plein de gens qui se disent « bon, je vais acheter pour être rentable à la retraite ». Encore une fois, ça peut être une stratégie, mais il faut être conscient que si pendant 20 ans, vous avez un cash flow positif ou un effort d'épargne et que vous n'avez pas les revenus nécessaires à côté pour pouvoir compenser cet effort d'épargne, vous allez vous mettre en difficulté, vous allez vivre pendant 20 ans en difficulté pour pouvoir espérer à la fin, une fois que le crédit sera terminé, de pouvoir enfin gagner de l'argent tous les mois. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que vous soyez rentable dès le départ. Il faut que dès la première opération, dès le premier mois, en fait, vous puissiez être rentable. Et vous ne devez pas avoir une vision long terme. Et c'est la même chose, par exemple, quand les gens font des programmes de défiscalisation. On fait des programmes de défiscalisation en disant « Ok, bon, bah, en fait, pour l'instant, voilà, c'est pas trop rentable, mais j'économise quand même des impôts. » Non, 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 non. Il faut avoir une vision globale de tout ça. C'est pas uniquement se dire « je peux faire de l'effort d'épargne maintenant si j'en gagne plus tard. » L'effort d'épargne que vous faites là tous les mois, c'est le cash flow que vous allez récupérer à la fin, hein, mais vous financez votre propre cash flow futur. Donc, ayez bien conscience que votre projet doit être rentable maintenant et pas que dans 20 ans, une fois que le crédit sera remboursé. L'erreur numéro 18, c'est celle de ne pas penser à la gestion locative. Bon, déjà, parce qu'on pourrait dire on verra plus tard. Parce qu'on est en train d'acheter un projet, on se concentre sur l'achat du projet, la gestion des travaux, le financement, etc. Et on se dit, bon, on verra plus tard. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a des secteurs en France où si on veut déléguer à une agence, il y a des secteurs où c'est plus compliqué que d'autres. Par exemple, quand nous, dans le premier immeuble que j'ai acheté en 2013, village de 250 habitants, il n'y a pas d'agence immobilière, et c'était compliqué pour moi de trouver une agence qui acceptait de gérer le bien parce qu'elles étaient toutes situées trop loin. Et donc, c'est grâce à ça, et donc cette problématique a créé une opportunité puisque c'est grâce à ça que j'ai appris à gérer à distance mes premiers immeubles parce qu'il n'y avait pas d'agence locative qui pouvait les gérer. Et donc ça m'a permis de pouvoir m'organiser différemment. On a mis en place un sorte de concierge en fait sur place qui faisait les visites, les entrées-sorties, un peu de ménage, etc. Donc on a mis en place quelque chose et l'organisation des visites se faisaient à distance, les prises de contact se faisaient à distance, tout se faisait à distance, les signatures de contrat, tout se faisait à distance. Donc il y a eu une organisation qui était différente, ce qui m'a permis du coup d'économiser à la fois des frais de gestion, des frais de mise en place de locataires, puisque ça me coûtait moins cher en réalité, et surtout, je trouvais plus facilement un locataire puisqu'il n'y avait pas de frais. Il n'y avait pas de frais pour le locataire, des frais de dossier, notamment des frais d'agence qui sont relativement importants. Et dans des petites villes, c'est compliqué pour les locataires de les payer. Il faut comprendre que pour moi, dans une ville de moins de 1000 habitants, ça va être compliqué d'aller trouver une agence immobilière qui sera à proximité, qui pourra gérer facilement. Encore plus si vous faites de la location courte durée et que vous devez trouver une conciergerie. Voilà, soyez vigilant à la taille de la ville dans laquelle vous vous positionnez pour trouver une agence qui va pouvoir suivre le projet. Donc moi, je ne conseille pas forcément d'aller travailler avec une agence immobilière parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de choses soi-même. Par contre, il y aura un minimum de choses sur lesquelles il faudra une présence humaine sur place pour faire les entrées, sorties et les visites. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui peut le faire, soit vous pouvez déléguer des fois cette prestation à une agence immobilière et par contre faire la gestion quotidienne vous-même. L'erreur numéro 19, c'est celle de ne pas se faire accompagner. Vous voyez, on est à la 19e erreur déjà. Et je pourrais passer la journée dessus pour vous dire tout ce qui ne va pas et toutes les erreurs qu'on peut faire. Et si vous ne faites pas accompagner un minimum, si vous ne vous formez pas un minimum sur les différents sujets problématiques, que ce soit sur la recherche de biens, que ce soit sur la gestion des travaux, l'estimation des travaux, la fiscalité, le notariat, le financement, la gestion locative, tous ces sujets-là, si vous ne les maîtrisez pas un minimum, vous allez dans le mur, c'est sûr. Je veux dire, il faut maîtriser ces sujets-là avant même de commencer à investir. On ne dit pas, c'est pas une fois qu'on a investi qu'on se dit maintenant il va falloir que j'optimise tout ça. Non, parce que potentiellement c'est plus possible. Et il y a des coûts importants. Voilà, par exemple sur la fiscalité, si vous achetez en nom propre que finalement il fallait acheter en SCI, derrière il faut repayer les frais de notaire pour acheter le projet en SCI et ça peut peut-être pas de sens, ça a peut-être plus de sens en fait. Le projet il a peut-être plus de sens. Donc moi si je devais vous conseiller quelque chose, faites-vous accompagner de quelqu'un qui a encore une fois déjà fait ce que vous souhaitez faire. Parce que c'est vraiment important de se faire accompagner lorsque on veut progresser rapidement et éviter de faire les erreurs que ceux qui ont déjà fait, ceux qui ont déjà investi, ont déjà fait en réalité. La 20e erreur,
c'est celle qui rend le plus inactif dans la réalité, c'est celle d'attendre la perle rare. Celle d'attendre qu'on tombe sur le projet parfait, qu'on tombe sur le projet idéal qui coche toutes les cases. Ce projet, il n'existe pas. D'accord ? Ce projet, il n'existe pas. La perle rare n'existe pas. Arrêtez de la chercher. Et même si elle arrive, ce n'est pas vous qui l'aurez. C'est pas vous qui l'aurez. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y a un Parisien qui a 500 000 balles de côté, qui ne sait pas quoi en faire et qui va arriver, qui va l'acheter cash sans crédit. Vous n'avez pas cette force. Vous n'avez pas cet argent disponible, cash, de suite pour faire une première opération et ça serait une très mauvaise idée de le faire. Donc, vous devez absolument vous dire, le projet parfait n'existe pas. Par contre, il y a plein de projets extrêmement rentables, extrêmement intéressants qui sont partout en France. Donc, il faut être ouvert sur le secteur géographique dans lequel vous allez vous positionner et aller chercher des projets qui sont rentables. La perle rare n'existe pas. Vous ne trouverez pas un point qui cache toutes les cases. Exemple, on avait un client sur de l'accompagnement qui me disait, moi je veux un immeuble mais sur lequel il y a au moins 3 faces collées, donc ça veut dire il est mitoyen en fait sur 3 faces, comme ça j'ai qu'une seule face lorsqu'il y a un ravalement de façade à faire, j'ai 2 niveaux maximum, j'ai que des appartements de plus de 60 mètres carrés. En fait il y avait tellement de critères et des critères qui étaient intéressants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont débiles, bien sûr qu'ils sont intéressants ces critères. Mais en fait, si tu veux faire tout ça, fais construire. Hein. Construis-le ton bâtiment. Parce que si tu as une recherche aussi précise que ça, jamais de la vie tu le trouveras. Donc, il faut que vous disiez, ok, quels sont les critères qui sont indispensables pour moi et le reste, restez ouvert. Et analysez en fonction des opportunités, en fonction des projets. Ce n'est pas parce que l'immeuble est mitoyen que de 2 côtés au lieu de 3 que finalement votre projet il est plus viable, il a plus de sens et qu'il ne sera pas rentable dans le temps. Donc, voilà, dernier point à retenir, n'attendez pas la perle rare. Sur ce, j'espère que ces erreurs et la liste de ces 20 erreurs vous aidera déjà à dégrossir certains sujets et à vous diriger dans la bonne direction. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.